Romain Dekadievi, chargé de mobilisation, partenariat Let's Do It, Benin Togo, Lino Tokpo, entrepreneur, et puis Monsieur Dido Lanvie, Bonaventure, musicien percussionniste, nous font honneur sur le grand rendez-vous ce soir. Mesdames et messieurs, et oui, la grande émission du soir démarre. Il est 19 h, vous êtes sur Benin Business 24. À tout de suite. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Si vous venez de nous rejoindre, vous venez tout juste de rater la météo de demain 7 h. Mais en fin de mission, on va vous la présenter en rappel. Ulrich Akpovor, Pierre Kakpo sont les grands réalisateurs de ce soir, tout au long de cette semaine d'ailleurs, et qui finissent d'ailleurs la semaine avec nous. On vous remercie, Ulrich Akpovor. On va démarrer le menu, si vous nous le permettez. Alors, mesdames et messieurs, on reçoit, comme je le disais aujourd'hui, Romain Dekadievi, chargé de mobilisation, partenariat Let's Do It, Benin Togo, pour nous parler de World Cleanup Day. Le Bénin y participe. De quoi il s'agit? La fine fleur du jardin de Reuse nous signe son grand retour sur le grand rendez-vous. Et oui, elle était en congé. Elle va recevoir donc Romain Dekadievi pour nous dans Nature et Bien-être pour parler donc du World Cleanup Day. Nous aurons également dans Esper Lino Tokpo, je l'ai également dit tantôt, il est entrepreneur. Avec lui, on va parler d'entrepreneuriat, produire localement pour l'école béninoise. Comment ça peut se faire? Nous l'aurons dans Esper. Nous aurons également dans le grand rendez-vous ce soir Ulvaeus Balogun. Ulva, bonsoir. Bonsoir Rose, comment allez-vous? Je me porte bien et vous? Ça va, ça va. Le week-end démarre sous des chapeaux de roue. Ah bon, je m'apprêtais à vous poser d'ailleurs la question. Avec vous, on sait que c'est toujours un week-end très mouvementé. Très mouvementé, une partie au boulot et le reste entre quelques agors. Ah, ça c'est sûr, juste que vous n'avez pas là votre couvre-chef. Oui, malheureusement, on va dire que je l'ai oublié en venant ce matin, mais bon, on va se rattraper. Vous allez certainement le récupérer le week-end. C'est clair, c'est clair. Alors, vous êtes là pour nous présenter le journal de 19 h 45, mais d'abord le menu, qu'est-ce qu'on peut y retenir? Alors ce soir, on peut déjà retenir dans l'actualité que nous irons à la découverte de quelques ménages qui ont fait le choix de l'utilisation des panneaux solaires, cette source inépuisable d'énergie renouvelable pour pallier aux problèmes récurrents de coupures électriques. Nous découvrirons également les mesures à prendre pour éviter d'avoir des maladies cardiovasculaires, cette première cause de décès dans le monde selon l'Organisation mondiale de la santé.
Et enfin, moment de découverte du musée de la Ricarde, cette mémoire du patrimoine des rois du Dahomey. Voilà pour l'essentiel heureuse de l'actualité de ce soir. D'accord, merci. Merci Ulva. On va se retrouver lorsqu'il va sonner donc 19h45. À tout à l'heure. Tout à l'heure. Mesdames et messieurs, restez avec nous pour recevoir à présent Romain Dekadjevi chez vous. Il est chargé de mobilisation partenariat Let's Do It Bénin Togo dans Nature et Bien-être. World Cleanup Day, le Bénin y participe. C'est ce dont on va parler d'ailleurs avec notre invité et Amandine Anyambossou. Mais d'abord, on va suivre ce reportage réalisé par Christelle Tongodo sur la marche éco-running. Mener une lutte contre la pollution plastique en faisant du sport. Éco-running, un concept qui participe au désengagement des acteurs de Cotonou, jonchés par les déchets plastiques. Éco-running, comme ça s'entend, éco, donc il y a de l'écologie derrière, et running, c'est courir. Donc nous voulons courir tout en ramassant les déchets plastiques sur nos artères. Je voudrais simplement que les Béninois comprennent le danger qu'est le sachet plastique. Et vivre sain, aussi vivre aussi dans un environnement sain. Donc c'est l'initiative en fait. Et c'est ça qui nous amène à faire ceci. En même temps, on fait du sport, on court, on marche, on ramasse les sachets plastiques dans nos villes. Alors, on ramasse juste les sachets qu'on trouve un peu, qui encombrent, voilà, qui sont plus légers, on les ramasse et histoire de débarrasser, comme je le dis, la ville des sachets plastiques. Plusieurs quartiers de la capitale économique ont reçu la visite de ces éco-citoyens. Environ 500 kg de déchets plastiques retirés, un acte de salubrité publique. C'est bien de ramasser, mais c'est mieux si on ne salit pas nos villes. Et c'est pour ça que le message que nous voulons envoyer aux gens, c'est de se rendre compte que nous sommes responsables de la propreté de nos villes. L'objectif qu'après, nous allons les remettre à une ONG qui va leur donner une deuxième vie. Donc d'ici là, vous allez voir des seaux, des bassines avec ces sachets plastiques. Donc au moins, ça aurait servi à quelque chose. Dans un type de recyclage. Voilà un peu, dans un processus de recyclage pour toujours continuer à débarrasser complètement le pays des sachets plastiques. Éco-running, c'est 90 minutes de marathon pour un Cotonou sans déchets plastiques. Voilà une initiative parmi tant d'autres lorsqu'on parle de l'assainissement. Nous aurons à parler d'une autre initiative ici sur ce plateau, je l'ai dit tantôt, World Cleanup Day, oui, le Bénin y participe avec Amandine Anyambossou, je l'ai dit, mesdames et messieurs, elle nous signe son grand retour. Elle revient des congés toute fraîche. Ma fine fleur. Bonsoir à vous, heureuse d'annoncer. On ne va pas recevoir que votre bonsoir, hein, les téléspectateurs. Quand même. Naturellement. Mais bon, c'est vrai, mais ça ne suffit pas. Vous nous avez rapporté quoi? Moi-même en personne, en forme, en pleine forme. Donc je crois que ça peut aller. Ça là, oui. Amandine, oui. C'est quand nos parents viennent de voyage, ils n'ont rien apporté qu'ils nous disent ça. Alors, on va parler... C'est pour couper court à tout. N'est-ce pas? Oui. D'accord, on va se retrouver à la fin de l'émission. Ce qui est sûr, les téléspectateurs me chargent de vous dire que vous leur avez vraiment manqué. Ils m'ont manqué aussi. Oui. D'accord. Mesdames et messieurs, on va donc échanger avec Romain Dekadjevi, chargé de mobilisation partenariat Let's Do It Bénin Togo. Bonsoir. Bonsoir heureuse et bonsoir aux amis téléspectateurs de BB24. Merci d'être des nôtres ce soir. C'est moi. Donc on échange avec vous de cette initiative World Cleanup Day. Le Bénin y participe. Oui. On va y aller. C'est ça, heureuse d'annoncer. Romain Dekadjevi, dites-nous déjà, c'est quoi le Let's Do It? Le Let's Do It, c'est un concept qui est né en Estonie, en Europe. Cela date depuis 2008. Où l'initiateur est parti du constat de ce que l'humanité est en train de ployer sous, disons, les déchets, tout pour ainsi dire. Et l'autre constat, c'est que malheureusement, c'est nous les humains qui aidons à ce constat. C'est à croire que nous construisons en fait un amas, un îlot de déchets, tout court pour ainsi dire. Et donc, il est parvenu à conclure de ce que si, en tant que citoyen du monde, on ne pose pas un acte tout de suite, on risque alors d'aller à la perdition. Et donc, c'est partant de cela
que d'abord en Estonie, il a initié le projet. Et dans l'année où il avait initié, il avait réuni au moins 5% de sa population. Et ils ont réussi à leur manière quand même d'impacter positivement leur communauté, disons les communautés différentes et respectives de tous ceux qui ont participé à l'opération dans le temps. Et les années à venir, mais ils se demandent, mais il n'est pas le seul à être sur la planète, puisque quand on parle de la question de la problématique d'insalubrité, c'est une question planétaire et mondiale. Et donc, normalement, dans nos projets, il faut penser à l'avenir, penser à généraliser aussi nos bonnes initiatives pour que ça puisse aussi impacter d'autres communautés. Donc, c'est ce qu'il a fait. Voilà, donc c'est là qu'il a jugé bon alors d'étendre son initiative qu'il a eu à réussir en Estonie. Et petit à petit, ça a commencé par traverser les frontières d'abord continentales, ça a quitté l'Europe. De l'Europe, c'est allé en Asie, aux États-Unis, même en Afrique aussi. À un moment donné, nous avons senti l'impact de Let's Do It. Et Let's Do It, voilà. C'est une association. Voilà, c'est une association d'abord de jeunes. Au sein de cette association, il y a une multitude d'autres organisations sociales ou on peut le dire ainsi, bénévoles, de jeunes qui se sentent intéressés par tout ce qui concerne l'environnement, tout ce qui concerne la salubrité, ou tous ceux-là qui se sentent écœurés par la question de l'insalubrité tout court. Voilà, et World Cleanup Day, pourquoi une journée pour nettoyer la planète? Oui, comme on le dit, vous voyez, on prend 365 jours, nous avons pris 365 jours pour polluer la planète. Même décréter une seule journée, nous jugeons que c'est insuffisant. Voilà, ça ne suffit pas, mais c'est juste une manière de montrer que à la face du monde, nous nous sentons interpellés par la question de l'insalubrité et qu'il faille quand même faire quelque chose. C'est partant de cela que le World Cleanup Day est né. Et donc, c'est en fait une opération qui va se dérouler de manière simultanée sur toute l'étendue du territoire national d'abord au Bénin et sur la carte mondiale. Donc, j'ai une question avant le développement. Est-ce que c'est le 15 septembre de chaque année qu'il y en a le World Cleanup Day ou bien on choisit au hasard une journée dans le mois de septembre? C'est dans le mois de septembre que cela a eu lieu. L'année passée, c'était le 8 septembre, ça avait eu lieu. Donc, il n'y a pas une date spécifique. Justement. Mais c'est toujours dans le mois de septembre. Vous savez, au rang des autres journées mondiales qu'on connaît, le World Cleanup Day est en train de faire aussi son bonhomme de chemin pour parvenir quand même à s'inscrire au rang des Nations Unies pour que, de manière unie, latérale, que dis-je, uniforme, voilà, on puisse retenir une date où on va dire qu'à telle date, tout le monde s'arrête pour penser à la question de l'insalubrité qui nous menace sur la planète. Et donc, c'est petit à petit, nous sommes en train d'aller vers là. Donc, il y a les plaidoyers. Donc, là, si je comprends bien, c'est le Bénin qui a choisi le 15 septembre. Non, pas le Bénin. C'est au plan mondial que nous avons retenu le 15 septembre cette année. Et l'année prochaine, ça peut changer encore, mais ça sera toujours en septembre. Voilà, ce qui est sûr, c'est en septembre, c'est le mois de septembre qui est décrété pour cela. Et pour aussi choisir la date, il faut aussi une conférence qui se réunit à cet effet. Cette année, c'était en Turquie, déjà en janvier, que la conférence a eu lieu, où nous avons retenu la date et quelles sont les différentes activités qui doivent entrer dans le cadre de ce World Cleanup Day. Et parlant d'activités, quelles sont les activités prévues au Bénin? Justement, au Bénin, j'étais très content tout à l'heure d'avoir suivi notre très chère militante qui se classe au même rang que nous, dévouée à la cause de l'environnement. Je vais parler de Sandra Idossou. On a vu dans l'élément tout à l'heure l'éco-running. L'éco-running fait bel et bien partie de ces activités que nous avons retenues qui vont se dérouler demain. Et donc, avec son association et d'autres associations de jeunes qui sont inscrites dans le cadre de cette activité, elles vont se réunir autour de cette activité que Madame Sandra Idossou est en train de conduire depuis peu et qui marche d'ailleurs. Je profite aussi de l'occasion. Et quelles sont les autres activités? Les autres activités, il y a d'abord cette campagne de salubrité que nous avons initiée, ça et là, sur toute l'étendue du territoire national. Et on va faire aussi de la sensibilisation sur le terrain parce que, imaginez-vous, il y a des sites qu'on a retenus
qui ne sont même pas loin des habitations. Vous pouvez vous imaginer, c'est encore la preuve que c'est nous-mêmes qui contribuons, disons, à la création de ces déchets, de cet tas d'immondices qu'on rencontre ça et là. Donc, le jour-là sera encore une occasion pour nous pour participer, pour procéder à une campagne de sensibilisation au même moment que nous allons faire la salubrité autour de nous de ce jour-là. Quels sont les points choisis au Bénin? Les différents sites. Parlant de points choisis, je voulais d'abord dire c'est une campagne qui est répandue sur toute l'étendue du territoire national. À Cotonou, par exemple, il y a le carrefour Adjaha, à côté de la Secna Aéroport. Il y a le marché de Fifadi à Zogo, par exemple, le quartier Cedro, dans le 7e arrondissement. Il y a aussi une course écologique de Sandra et Dossou qu'on va effectuer le jour là. À Abomey-Calavi, il y a l'Ambacadette d'Abomey-Calavi. Je ne vous apprends rien. Vous savez dans quel état... Ça a été un peu nettoyé dernièrement. Rendez-vous encore à cet endroit, vous allez voir un peu l'image que ça donne. Et donc, à côté de ça, il y a notre site que Afro Dream International, notre club d'anglais qui est basé au CEG Godomé, va conduire. C'est non loin du CEG Le Noko. Il y a un pont qui mène vers ce CEG-là. Je ne sais pas si vous êtes déjà rendu là une fois. Vous allez voir dans quel état cette infrastructure qui a été construite sous les frais de l'État béninois et végète actuellement. Donc, on va effectuer une opération là. Il y a aussi, toujours dans la commune d'Abomey-Calavi, une éco-running qui va quitter le carrefour à Glouza jusqu'à la hauteur de l'échangeur de Godomé. Quand on vient, par exemple, à Porto Novo, il y a la place de l'Unité et la place du marché dans le 5e arrondissement de Porto Novo, l'itinéraire carrefour d'Angbo, marché central de l'arrondissement de Dangbo. À Abomey, par exemple, on aura les alentours du palais de Romain, comme quoi on s'inquiète aussi de la préservation des sites touristiques. Il y aura aussi le tronçon centre hospitalier, ainsi de suite. À Lokossa, il y a aussi Andali, Ouida, Akome. L'activité est répandue sur toute l'étendue du territoire national. Et ça va se dérouler à la même heure. Déjà à partir de 7 heures et avec le concours des autorités locales, vous allez voir en tout cas toute une marée de personnes demain à prendre d'assaut ces endroits que je viens de citer et pour un seul objectif, rendre propre la planète en un seul jour. Voilà. Oui, justement, c'est pas pour rien que ces autorités locales sont impliquées. C'est vrai qu'au Bénin, on n'a pas encore un système de tri assez performant, mais déjà, c'est un souci pour nous, en tout cas à Let's Do It, puisque d'abord, il y a, on est parti d'une cartographie qui nous montre en fait le souci de tri, où on photographie par exemple un site que nous avons retenu pour l'opération de demain. Dans le répertoire, on nous montre, on nous demande mais de quel type de déchets nous allons procéder à l'assainissement le 15 septembre. Est-ce que c'est un déchet liquide? Est-ce que c'est un déchet gazeux ou solide? Quel type de déchet? Si c'est un déchet solide encore, de quel type de déchet s'agit-il? Est-ce que c'est un sachet tout court? C'est un déchet industriel tout et tout? Et donc, on met tout ça pour aller vers, disons, le souci du tri. Et donc, ces autorités locales vont se charger de convoyer ces déchets ou l'ensemble de ces déchets que nous allons dénicher. Voilà, vers les sites dont on dispose sur le territoire national. Après le World Cleanup, il y aura une suite. Oui, la suite, c'est de vous allez poursuivre. Comparer les activités. Justement, c'est justement pour ça que la mobilisation doit être de mise pour nous. Et nous vous remercions d'abord pour l'opportunité que vous nous donnez là. Et pour dire aussi que le Let's Do It et le World Cleanup Day, y compris, c'est pas seulement l'activité de nous, ces associations qui sommes engagées. C'est tout le monde qui peut participer. Parce que les sites que je viens de citer, par exemple, si vous êtes béninois ou béninoise, vous sentez qu'un site est plus proche de vous, rendez-vous-y. Peut-être avec un balai et participer pour qu'au finish, le Bénin aussi inscrive son nom au rang de toutes ces nations-là qui prennent part à ce World Cleanup Day. Donc finalement, comme l'activité va se dérouler sur toute l'étendue du territoire, donc, personne ne reste chez lui à partir de 7 heures. Tout le monde est dans la rue. Voilà, tout le monde est dans la rue. Et pour ramasser les déchets. Au finish, il va falloir aussi que l'État s'y engage pleinement parce que vous savez, nous sommes dans un système où quand on sent le nom du gouvernement dans une initiative, on pense que c'est l'initiative qu'il faut accompagner. Donc, c'est aussi une manière pour nous de lancer ces plaidoyers à l'endroit de nos autorités. Voilà, peut-être pour les autres initiatives à venir, c'est vrai que les autorités locales nous accompagnent, mais
que le gouvernement ou l'État central puisse montrer réellement je ne vous cache pas ceci. Le ministère du cadre de vie vous a écouté. Oui, ils nous ont écoutés. En Estonie, par exemple, c'est une journée décrétée fériée où toute la population est mobilisée. Bon, demain déjà, c'est donc un mot pour conclure il y aura plus de mots, c'est bon, on a conclu comme ça. Je vous remercie alors. Merci beaucoup. Alors Amandine, on va se dire au revoir. Bye bye. À lundi pour un autre numéro. Oui. Mais avant lundi, on va se retrouver à la fin. On a juste parlé après de quelque chose quand même. Ne vous inquiétez pas. Alors, mesdames et messieurs, on va remercier Amandine et son invité, monsieur Romain Dekadievi, chargé de mobilisation, partenariat Let's Do It Bénin Togo, qui nous parlait de cette initiative World Cleanup Day. Le Bénin y participe demain. Sur toute l'étendue du territoire, il y aura des actions de salubrité. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Nature et Bien-être. On va à présent installer notre expert. Nous sommes avec Lino Tokpo, il est entrepreneur. Monsieur Tokpo, bonsoir. Bonsoir, heureuse. Vous portez bien? Super. Super, super. Toujours la forme. N'est-ce pas? Mais c'est la jeunesse, sa vie. On aime bien ça. N'est-ce pas? Oui. Alors, on va parler avec vous de l'entrepreneuriat, produire localement pour l'école béninoise. Lundi prochain, les classes vont ouvrir à nouveau leurs portes pour accueillir les élèves, les collégiens. Tout à fait. Les préparatifs, ça a démarré déjà. Ah ben, ouais, comme l'autre l'a dit, c'est la période où on voit les parents d'élèves parler tout seuls. Ah bon? J'en fais partie et moi je ne parle pas tout seul là. En tout cas, ça chauffe. Si ce n'est pas bien préparé et qu'on essaye de se rattraper à la dernière minute, oui, ça fait toujours un peu mal. C'est difficile. Ouais, mais lorsqu'on parle de produits localement pour l'école béninoise, qu'est-ce qu'on peut y mettre? Est-ce qu'on peut réellement produire localement pour notre école? Il y a pas mal de produits à mettre dans la rentrée. Déjà, il faut commencer par dire que la rentrée, en réalité, c'est un grand créneau de business pour ceux qui sont dedans. Oui. Et ceux qui consomment, c'est un grand souci pour eux. C'est pareil pour la fête. Donc, la rentrée, il y a suffisamment tout ce qui est fourniture scolaire qui rentre dedans. Mais il y a surtout l'écolage qui est vraiment intense, les établissements qui tirent suffisamment leur part. Il y a tout ce qui est fourniture scolaire qu'il faut rentrer. Le mal est que, parlant des fournitures scolaires, on n'en trouve pas localement produit. C'est exactement le vrai souci. Le vrai souci, c'est que tout ce qui est, en tout cas à 80% des fournitures scolaires, sont des produits qui ne sont absolument pas rentables quand ça se passe artisanalement. Or, le Bénin est, en tout cas pour la plupart des pays, suffisamment assis. Tout ce qui est pays de l'Afrique de l'Ouest, c'est tout ce qui est facilement gérable sur le plan artisanal qui représente notre fort. Et quand vous regardez, pour fabriquer par exemple les cahiers, les stylos et tout ce qui va avec, ce n'est pas des petits instruments qu'il faut pour sortir tout cela. Heureusement, les imprimeries essayent de s'en sortir. Les imprimeries, il y a des cahiers qu'ils essayent de transformer, d'habiller un peu plus pour rendre plus joli. Mais à part ça, le cahier, par exemple, en lui-même, ce n'est pas un truc où on peut juste trouver quelques millions et se lancer dedans. Ce qui fait que c'est très, très compliqué. Et pour, par exemple, des jeunes comme nous, de s'insérer dans ce secteur pour dire nous voulons être producteurs. Mais à défaut, beaucoup arrivent quand même à tirer leur épingle du jeu parce que, bon, à défaut, quand tu es homme d'affaires, tu essaies toujours de trouver ce qui t'intéresse. Ce n'est pas toujours s'accrocher à la production, mais il y a la production, il y a la distribution, il y a la commercialisation en détail. Et par contre, on arrive à s'insérer sur la chaîne de l'autre côté. Mais la production, c'est très compliqué parce que sur le plan artisanal, c'est juste les bricolages, améliorer le type de cahier en habillant un peu plus, améliorer les sacs. Mais par contre, par exemple, les sacs, les chaussures d'école, ce sont des produits que nous pouvons avoir localement, mais encore la compétitivité. C'est ça. Est-ce que la production locale en matière de fabrication de sacs, en matière de fabrication de chaussures d'école et autres
à ces soirs d'école, est-ce que c'est vraiment compétitif? C'est ça. Mais on se pose quand même la question, ça existe déjà sur le marché, mais pourquoi les parents ne vont pas vers ces étalages de vente de chaussures localement fabriquées chez nous, sacs localement fabriqués chez nous? Déjà pour accompagner, pour encourager ces entrepreneurs. C'est encore plus profond que votre question. Est-ce que les enfants sont prêts à utiliser les sacs et chaussures produits localement? Tu achètes un sac qui valorise le territoire à ton enfant et c'est carrément une guerre que tu as menée à la maison. Parce qu'il te dit que non, que ses amis n'utilisent pas ça. Et pourquoi tu lui achètes un sac bon marché? Parce qu'on n'est toujours pas encore arrivé. Ça pose toujours le problème de l'importation et de la compétitivité des entrepreneurs locaux. Si nous voulons réellement encourager la consommation, il faut accompagner les entrepreneurs, surtout sur la matière de la qualité, sur la matière de leur approche de percer le marché. Parce que le vrai souci, c'est que le marché n'est pas fermé. Le marché n'est pas, il n'existe pas un marché où on dit, ici, c'est les producteurs locaux qui vendent ici. C'est sur le même marché que les producteurs locaux vont, que les importés viennent également. Et nous pouvons mener le discours de consommer local et tout ce que vous voulez. Nous, les parents, et nous qui aimons l'entrepreneuriat, nous le faisons pour encourager nos amis qui sont dans le secteur. Mais le vrai souci, c'est que le consommateur lambda, quand il est face à deux produits, c'est son instinct qui parle. Et il y a suffisamment de calculs que le consommateur fait pour choisir un produit et ce n'est pas, malheureusement, à la fin, ce n'est pas seulement le sentiment qui l'emporte. Il y a le prix, il y a la qualité, il y a la présentation du produit, il y a le positionnement du produit, il y a tout ce qui est communication autour du produit. Déjà, sur Internet, au niveau des télés et autres, des marques de cahiers réagissent déjà, des marques de vente de chaussures et autres réagissent. Mais malheureusement, c'est seulement les importateurs qui font des affiches dans la ville pour montrer suffisamment. Quand tu quittes le boulot et que sur plusieurs tronçons, tu vois les affiches qui parlent du sac d'un certain niveau et que l'enfant a vu, et que finalement tu vas au marché, tu veux faire la promotion du Made in Benin et que tu t'en vas acheter un sac qui n'est pas ce que l'enfant veut. Il n'acceptera pas tout simplement parce qu'il n'a jamais vu ce sac. Pourquoi il n'a pas vu? Parce que le producteur local n'a pas eu les moyens pour communiquer au même degré que l'importateur. Mais donc, là, est-ce que l'État également n'a pas sa responsabilité? Parce que vous êtes entrepreneur. Qu'est-ce qui vous empêche, mis à part l'idée qui est et puis la volonté, le désir et tout, qu'est-ce qui vous empêche de faire un peu comme les importateurs? Justement, la jeunesse qui veut encore plus s'insérer dans le domaine de l'entrepreneuriat, qui représente aujourd'hui un échappatoire pour le chômage. D'abord, notre éducation ne nous permet pas souvent de voir grand ou d'agir grand. Quand je dis voir grand, vous pouvez avoir un grand projet, lancer tout petit, mais agir grand, c'est à la taille de votre vision, les formats d'action que vous menez. Vous ne pouvez pas avoir envie de devenir une entreprise sous-régionale en espérant seulement développer votre activité dans votre quartier et avoir vos amis comme clients et vous limiter à cela. Et malheureusement, quand sont les entreprises, c'est la phase de développement qui pose souvent problème. La phase de lancement, ça marche plus ou moins bien parce que nos proches achètent chez nous et à la limite, ça nous permet de subvenir à nos besoins et ou essayer de passer à la classe moyenne. Mais le vrai souci, c'est comment faire pour donner de notoriété à l'entreprise. Comment faire pour que, au-delà de mon quartier, au-delà de mes amis, je puisse aller plus loin que ce que je gagne aujourd'hui. Et c'est le plus grand blocage d'abord, dans un premier temps. C'est-à-dire, nous limitons nous-mêmes très tôt. Et ça, c'est le système éducatif. Mais ensuite, même les quelques-uns qui ont envie d'aller plus loin,
ils se font très vite bloquer par des, je vais dire en griffe, des lobbies. Parce que si vous observez bien, ceux qui distribuent les produits importés au Bénin, si vous regardez, c'est les plus riches du pays. Et ceux qui produisent... Est-ce à dire que l'importé nourrit mieux le Béninois que le local? Nourrit mieux quelques poignées de Béninois. Oui. Quand vous voulez les fortunes du Bénin, si vous observez, vous n'allez pas voir dans les 50 premiers des produits fabriqués au Bénin qui permettent aux promoteurs de gagner de l'argent jusqu'à se retrouver dans les 50 premiers. C'est pas possible? C'est bien possible si ceux qui ont l'argent acceptent injecter l'argent dans la production locale. Mais selon eux, c'est plus compliqué parce que l'importé est tout prêt et il faut juste communiquer pour que cela soit consommé. Mais ça perd de l'argent au pays et ça nous arrière, comme on dit. Parce que chaque fois que vous achetez une chaussure venue d'ailleurs, c'est un nouveau travail que vous accordez à l'employé de l'autre pays et c'est les revenus de votre pays que vous envoyez ailleurs. Et c'est là que nous allons interpeller. Et puis je me dis, interpeller, on n'en a pas besoin parce qu'on a suffisamment d'intelligents dans le gouvernement. On a suffisamment de gens qui connaissent très bien, le président même c'est un entrepreneur, qui connaissent très bien le problème. Maintenant, s'ils ont la volonté de l'améliorer, je n'ai rien à conseiller au gouvernement. Ils savent très bien quoi faire. Ce qu'il faut. Oui. Mais malheureusement, sur le plan politique, la facilité qu'il faut donner aux entrepreneurs afin qu'ils puissent se développer, surtout se développer. C'est pourquoi on n'arrive pas à quitter la phase artisanale. Une entreprise qui commence par se développer seulement à Cotonou, il a suffisamment de l'argent pour peut-être acheter une voiture pour son entreprise et s'installer, mais avoir suffisamment de ressources pour aller vendre au Togo, au Ghana, au Nigeria et autres, c'est quasiment compliqué. Donc, il faut vraiment que les intelligents que nous avons dans le gouvernement travaillent pour la nation, travaillent concrètement. Mais qu'ils fassent quelque chose pour ça. Ils savent bien ce qu'il a à faire. Mais bon, déjà, il faudrait que vous aussi, vous fassiez quelque chose parce que moi, par exemple, en voulant acheter les fournitures, on m'a demandé de prendre des bâtonnets pour mon enfant. Je suis allée sur les étalages qui existent partout dans la ville, là. J'ai trouvé les bâtonnets fabriqués par des Béninois. Tout à fait. Prêts. Oui, à être utilisé. À être utilisé. C'était tellement intéressant. J'ai vu le numéro, j'ai dit, mais tiens, je vais appeler, mais je vais compter le nombre de bâtonnets. On m'a dit c'est 20. Je compte, c'est 18. Mais vous voyez ça déjà? Il y a pas... La confiance déjà du consommateur à l'entrepreneur béninois, c'est compliqué. C'est compliqué. Ce qui fait qu'on se dit, voilà, vous savez, la différence entre l'importé et le local, c'est toujours ce que je suis en train de dire. C'est artisanal. Par exemple, la personne qui a compté à l'intérieur... J'ai appelé le fabricant qui a d'ailleurs laissé son contact sur la pochette des bâtonnets. Et j'ai dit, mais monsieur, j'ai acheté vos bâtonnets, c'est bon, hein? Merci pour l'initiative, mais... Là, ce n'est pas les 20, je vois 18. Il dit, oh, mes excuses, c'est fait à la main. On a compté, donc il y a eu un problème. Non seulement ça, j'ai un enseignant seulement hier qui nous disait qu'il y a une étude comparative entre le fait que les gens disent que la main-d'œuvre en Chine, c'est moins cher que la main-d'œuvre en Afrique. Que l'étude, quand on compare, c'est que c'est carrément sur le plan économique, sur le plan financier, c'est même plus ou moins le même prix. Mais ce qui fait la différence, c'est que le Chinois est plus discipliné que l'Africain. Ce qui fait que, par exemple, sûrement c'est un agent qui a compté à l'intérieur. Mais je ne suis pas encore allé en Chine, mais je suppose que si la personne était bien disciplinée et que les conditions étaient réunies, ce serait pas mal compté. Les conditions étaient réunies. Si les conditions étaient bien réunies, parce que là, on peut lui accorder les modalités de doute que ce n'était pas par la mauvaise foi. Mais ça s'est glissé dedans et que malheureusement, c'est tombé sur vous. Et que les deux sont restés chez lui. Malheureusement, oui. Mais là, aujourd'hui, produire localement pour l'école béninoise, on sait tout ce qu'il faut aujourd'hui pour notre école béninoise. Mais est-ce que tout peut réellement être produit au Bénin lorsqu'on parle de fourniture, de tout ce qui est utilisé comme intrant dans nos écoles? Les Béninois peuvent réellement produire tout ça? C'est
Et c'est heureux, comme les exemples que vous êtes en train de donner. Et le jeune béninois, son souci n'est pas l'innovation. Nous avons les superbes idées, c'est le développement de ces idées. Déjà, les bâtonnets, qui ne sont pas forcément les réalités en France. Nous pouvons partir des réalités qui ne peuvent pas être importées. Par exemple, les bâtonnets, je me dis d'ici 5 ans, les Chinois pourront commencer par nous envoyer encore des bâtonnets. Ça, c'est vrai. Parce qu'ils nous envoient du Attiéké et du Sorabi. Donc, si nous faisons vite, nous pouvons nous positionner meilleurs sur ce marché, envoyer par exemple ces bâtonnets au Togo, dont les enfants continuent de compter aussi des bâtonnets. D'autres produits qui sont spécifiques à notre éducation et à notre culture. Nous ne pouvons que partir de là, mais tant que nous allons essayer d'atteindre l'environnement favorable pour installer des usines de cahiers qui sont les plus grosses consommations et dont les importateurs ne veulent pas donner de facilité. Déjà, si nous prenons 1, 2, 5 entreprises qui fournissent de bâtonnets pour tout le Bénin, c'est quand même de l'entrée. Et si au-delà des bâtonnets, les cailloux, des formats de cailloux qui ne soient pas vraiment... Vous, par exemple, on ne va pas vous demander de sortir de l'école, de service et aller chercher des cailloux pour votre enfant. Et si vous pouvez, au même lieu, acheter les cahiers, les bâtonnets et les formes de cailloux pour aider les enfants qui sont spécifiques au Bénin, ça fait tant mieux. Mais vouloir forcément rentrer dans le schéma très fermé des multinationales, c'est ça qui risque de ne pas y aller très vite. Ça, et on va continuer à dire. Et ça fait partie des limites que rencontrent aujourd'hui les jeunes entrepreneurs comme vous. Absolument. Merci beaucoup, Lino Tokpo, vous êtes entrepreneur. On va également féliciter, on va féliciter déjà ceux-là qui... C'est déjà la chose, on a des cahiers d'activité, même si les cahiers ne sont pas fabriqués par eux-mêmes, mais des cahiers d'activité réalisés par des enseignants béninois qui sont aujourd'hui utilisés dans nos écoles. Merci pour l'initiative. Lino, on va se dire excellent week-end. On est ensemble. Ah, on est ensemble? On est coincés. Amandine m'a dit ça tout à l'heure, vous-même ne faut pas on est ensemble. On va se coincer après. Alors, mesdames et messieurs, nous allons à présent suivre l'actualité sur la toile ActuWeb tout de suite. Et ce sera avec Fulgencia Rontondi et Narcisse Lagbenon. Amis de la toile, bonjour et bienvenue dans le dernier numéro de votre revue de la semaine. La dictée revient au programme. Les candidats du certificat d'études primaires vont composer en dictée. C'est le directeur de cabinet du ministre de l'enseignement maternel et primaire, Dewanou Avodagbe, qui a apporté l'information au grand public. Longtemps considérée comme une matière facultative pour certains enseignants, la dictée a été réhabilitée depuis 2016. Pour le directeur de cabinet du ministre, la dictée sera révalorisée. Elle permet d'évaluer les enfants par rapport aux outils linguistiques, à savoir la grammaire, la conjugaison et l'orthographe. Mais il rassure les usagers de l'école qu'elle ne sera pas éliminatoire pour cette première année. Une autre information à présent. Le Bénin, le Burkina Faso, le Gabon, le Mali, le Niger et le Togo se mobilisent pour s'investir dans l'énergie solaire. C'est une initiative du programme Alliance solaire internationale. L'objectif à atteindre est de rassembler les 121 pays de la zone intertropicale. C'est aussi pour impacter le déploiement de l'énergie solaire. Pour le chef de l'État togolais, Faure Gnassingbé, c'est le levier indispensable si ces 6 pays veulent agréger à grande échelle la demande de financement pour les projets et d'obtenir des outils de garantie adaptés et une diminution massive des coûts de financement. Les pays partenaires vont se retrouver pour une deuxième session de travail en fin septembre. Rappelons que l'Alliance solaire internationale a été lancée à l'occasion de la COP21 par l'Inde et la France. Et parlons toujours de financement, la République démocratique du Congo vient de mettre en place un fonds de 120 millions de dollars, soit environ 67 milliards
de francs CFA pour stimuler son secteur agricole. Ce financement va permettre aux agriculteurs de couvrir les risques liés au crédit agricole. Le ministre de l'Agriculture congolais, Georges Kassadi, a reçu déjà près de 4000 demandes d'aide au financement. Selon lui, ce fonds est destiné aux propriétaires des petites fermes. Une sensibilisation est prévue à cet effet sur le bien fondé de l'assurance. Cette initiative a obtenu l'adhésion de l'autorité de régulation et de contrôle des assurances. Une information insolite pour boucler cette revue web. Aux États-Unis, Nancy Crampton Brophy, une écrivaine américaine, est accusée d'avoir tué son mari. Ce qui surprend dans cette affaire, c'est qu'elle avait écrit un article intitulé « Comment tuer son mari » sur son blog. Dans cet article, elle conseillait sur comment tuer son époux dans un monde fictif. La sexagénaire proposait aussi plusieurs armes pour commettre le crime. En tant qu'auteur de nouvelles romantiques à suspense, je prends beaucoup de temps pour réfléchir à un meurtre, à ses conséquences, aux procédures policières, a-t-elle déclaré lors du procès. On se demande si la romancière a pu vraiment tuer son mari. On attend la fin de l'enquête pour avoir la confirmation. D'ici là, portez-vous bien. À la semaine prochaine pour d'autres informations. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est donc tout pour ActuWeb. Et après l'actualité sur la toile, on va retrouver Ulvaeus Balogun pour nous présenter le journal, l'actualité ici au Bénin et un peu en Afrique. Mais d'abord, avant de le retrouver, nous allons se permettre ou nous permettre une courte pause, juste une courte pause avant de le retrouver. Pour parler de l'épargne, il faudrait que nous puissions convoquer deux concepts importants, le revenu et la consommation. Peut-on espérer une élimination définitive des sachets plastiques? Quand vous dites que chacun est né avec son travail, est-ce parce que vous n'êtes pas né avec le journalisme qu'au fil du temps, vous avez laissé le métier de côté? Au-delà de la production d'énergie, le taux d'électrification reste encore faible. Par rapport aux réformes dans le secteur du tourisme, comment est-ce que vous voyez ça? Je dis souvent que l'entretien sur BB24, c'est tous les dimanches à 22h, les lundis à 10h, à 16h30 et à 23h. S'exprime à travers une consultation du FA. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette émission Wikeko. À cause du chômage, les jeunes se sont donnés au travail qu'on appelle l'ANAC. Ce phénomène a pris depuis quelques mois une allure vraiment inquiétante. Suivez juste après moi la revue de presse et le décryptage.
tour d'horizon de l'actualité vue par les canards. Mesdames, Messieurs, bonjour. Ça ne sert à rien de prendre la décision de reculer après avant de mieux faire. Suivez Wikeco, votre magazine de l'actualité économique sur BB24, tous les dimanches à 11h et à 23h, les lundis à 11h et les mardis à 5h. Lorsqu'on voit des Ivoiriens s'habiller. Retour en plateau pour à présent retourner l'antenne à Ulvaeus Balogun qui se trouve de l'autre côté de la rédaction pour nous présenter le 1945. Il est 19h45. À vous l'antenne, Ulva. Merci de rester fidèle au rendez-vous de l'information. Voici le sommaire. C'est une source inépuisable d'énergie renouvelable. Les panneaux solaires font désormais le bonheur de nombreux ménages à Cotonou et environ. Comment fonctionne-t-elle? Plus de détails. Les maladies cardiovasculaires sont aujourd'hui la première cause de décès dans le monde. Selon les spécialistes, il est important de prendre soin de son cœur. Il est grand de par la qualité de ses œuvres. Le musée de la Ricade est la mémoire du patrimoine des rois du Dahomey et retrace l'histoire de ces derniers. Ouvrons ce journal par une information brève. Le Bénin, le Burkina Faso, le Gabon, le Mali et le Niger et le Togo ont lancé cette semaine une initiative mondiale afin de mobiliser des investissements pour le compte de l'Alliance solaire internationale. L'initiative a pour objectif de faciliter les investissements dans le solaire et se veut une réponse directe aux priorités fixées lors du sommet de New Delhi en 2018. Pour les 6 pays initiateurs du protocole, c'est le levier indispensable pour agréer à grande échelle la demande de financement pour les projets dont leurs populations ont besoin et pour obtenir la mise en place d'outils de garantie adaptés et une diminution massive des coûts de financement. L'Alliance solaire internationale a été lancée à l'occasion de la COP21 par l'Inde et la France. Elle a pour objectif de rassembler les 121 pays de la zone intertropicale forts de leur potentiel solaire afin d'impacter massivement le déploiement de l'énergie solaire. Nous parlons toujours énergie solaire avec les panneaux solaires, justement, cette source inépuisable d'énergie renouvelable. Ils deviennent de plus en plus une solution alternative en énergie électrique pour certains ménages. À plusieurs kilomètres de Cotonou d'ailleurs, beaucoup de ménages ont fait du soleil leur meilleur compagnon pour regarder la télévision, suivre la radio ou encore pour éclairer leur domicile. Nous avons visité ces ménages avec Patrick Adjaboudjou. La lumière brille et le brasseur est en marche. Il est 18h30. Patrick nous conduit à la source de l'énergie électrique qui alimente son domicile. Au début, nous sommes allés avec 2 panneaux de 130 watts, après un panneau de 200 watts, ensuite un autre panneau de 200 watts et à la dernière phase 4 panneaux de 150 watts. Ici, l'éclairage fonctionne du soir au petit matin, tant que les rayons du soleil entrent en contact avec ces panneaux solaires. À l'extérieur, le soir, nous avons 18 lampes qui sont allumées en permanence de 19h jusqu'à 6h ou bien 7h du matin. Vous avez une énergie très stable, sans fluctuation, non variante et une énergie propre. 1230 watts, c'est la capacité énergétique générée chaque jour par ce module de 8 panneaux solaires photovoltaïques pour un coût global d'environ 3 millions de francs CFA. L'énergie atterrit premièrement là, sur cet appareil, qui est le contrôleur de charge, qui charge ces équipements que nous appelons accumulateurs, les 4. Ici, vous avez l'inverseur, c'est cet appareil qui transforme l'énergie continue qui vient des panneaux en énergie alternative. C'est l'énergie que nous utilisons le soir pour alimenter la maison jusqu'au petit matin. D'un ménage à un autre, un Patrick peut en cacher un autre. Ici, l'énergie est également produite à partir du soleil. Les rayons solaires
que reçoivent les panneaux sont stockés dans ces batteries de 200 ampères pour être utilisés. Les panneaux envoient l'énergie, ça passe par là pour aller sur les batteries. Et c'est ça qui donne en même temps le niveau de charge. C'est ça qui permet de savoir si les batteries sont en train de se vider, si les batteries sont pleines. C'est ça qui permet de le savoir. Ces panneaux solaires alimentent chez Patrick une dizaine d'ampoules et un poste téléviseur 24 heures sur 24, surtout pendant les vacances. J'ai un congélateur que je ne peux pas utiliser à plein temps. On l'allume autour de 10 heures lorsque le soleil est vraiment ardent. Et déjà autour de 15 heures, 16 heures, on l'arrête. Et ça tient les choses au frais jusqu'au petit matin. Tout ce que nous voyons aujourd'hui m'a coûté environ 2 millions. Et il faut avouer que je ne suis pas allé, je n'ai pas sorti les 2 millions en bloc. Je suis allé progressivement parce que c'est un système, on peut faire l'extension au fur et à mesure. Résistant aux intempéries, mais attention, la durée de vie des panneaux solaires dépend de l'usage qu'on en fait. Si le panneau doit faire 15 ans, si on n'entretient pas, ça peut mourir après 8 ou 10 ans. L'entretien des panneaux solaires ne coûte rien. Il suffit juste d'un petit seau d'eau, d'un chiffon, et puis le tout est joué. Un simple geste, mais précieux, pour que la lumière luise des années encore, tant que ces panneaux solaires, bien entretenus, convertissent les rayons du soleil en énergie électrique. Savez-vous que les maladies cardiovasculaires constituent aujourd'hui la première cause de décès dans le monde? Eh bien, c'est une information de l'Organisation mondiale de la santé. Et c'est d'ailleurs pourquoi il est important de prendre soin de son corps. Comment reconnaître les maladies liées au cœur, et comment arriver à les prévenir? Élément de réponse. Il y a de temps en temps que je fais des palpitations et j'en ai parlé à mes collègues du laboratoire. Ils m'ont dit le mieux c'est de voir un cardiologue. Le rythme du cœur varie et les battements deviennent anormaux. Les palpitations, une sensation banale, mais qui peut être un signal d'alerte. C'est une cause fréquente de consultation aussi, la palpitation. Dès qu'on sent le cœur battre, on l'appelle les palpitations. Selon les personnes souffrant du mal, le cœur bat très fort ou encore le cœur cogne dans la poitrine. À mon niveau, c'est un peu plus accéléré. Ces expressions décrivent les manifestations des palpitations. C'est un symptôme qui peut cacher beaucoup d'autres maladies. L'hypertension, par exemple, peut se manifester par des palpitations, surtout des palpitations nocturnes. Mais également beaucoup d'autres maladies, l'insuffisance cardiaque, l'insuffisance coronaire, peuvent se manifester par les palpitations. Il faut donc reconnaître les symptômes afin d'y apporter des solutions au plus vite. Le mieux, ce n'est pas de traiter les palpitations, puisque les palpitations, c'est des symptômes. L'idéal serait de pousser plus loin, de savoir ce qui est à la base des palpitations et de traiter la cause même des palpitations. Je me disais dans un premier temps que c'est dû à l'activité ou au stress, du travail que je fais. Mais des fois, quand je suis même en congé, c'est continu. L'automédication dans ce domaine serait vraiment pas l'idéal. L'autre mal du cœur qui prend de l'ampleur dans notre société, c'est l'hypertension artérielle. Sur le plan épidémiologique, c'est-à-dire sur le plan de la fréquence des pathologies, c'est l'hypertension qui est de loin la première pathologie cardiovasculaire qu'on rencontre sous nos cieux. Les études antérieures réalisées par le service de cardiologie de CNHU montrent des prévalences entre 30 et 45%. Surtout parce que c'est une maladie qui évolue à bas bruit. Les hypertendus sont la plupart du temps asymptomatiques, c'est-à-dire qu'ils ne ressentent rien du tout. Donc, il n'y a pas de raison d'aller voir un médecin. À partir d'un certain âge, la fréquence est beaucoup plus élevée, surtout chez les hommes à partir de 55 ans. La prévalence est beaucoup plus élevée que chez les jeunes personnes.
Les maladies du cœur, des pathologies qui ne font pas de discrimination entre les sexes ni les âges. Jeunes et vieux y sont touchés. Les métiers de stress, c'est-à-dire les professions qui engendrent énormément de stress, peuvent faire augmenter la prévalence de la maladie. De plus en plus, on a des jeunes banquiers, la trentaine ou la quarantaine ou plus, qui ont déjà de l'hypertension artérielle et voire même des complications. On a des gens de moins de 40 ans qui font des accidents vasculaires cérébraux, qui est la complication la plus invalidante de l'hypertension artérielle. Les recherches sont très avancées dans le traitement de ces problèmes, mais au Bénin, malgré tous les efforts consentis par le personnel cardiologue afin de se doter d'un plateau technique adéquat, du chemin reste à parcourir pour réduire les évacuations sanitaires hors du territoire. La prise en charge des problèmes du cœur, surtout en phase terminale, coûte donc très cher en l'absence d'un système de prise en charge gratuite. Dès qu'il y a l'hypertrophie. Parlons culture à présent avec le musée de la Ricarde. Il est grand par la qualité de ses œuvres et pourtant c'est un bâtiment moderne tout en longueur pour seulement 5 mètres de large. Ce musée est le seul à se focaliser sur les Ricardes, essentiels attributs des rois du Dahomey entre le XVIIe et le XIXe siècle. À travers le reportage qui va suivre, Assiom Gaba nous fait découvrir ce musée sur une présentation de Patrick Adjabodou. Les Béninois ont longtemps entendu parler des Ricardes utilisés par les rois de Dahomey. Mais aujourd'hui, ils peuvent mieux les connaître en visitant le musée de la Ricarde. C'est les mêmes Ricardes que le roi Béhanzin avec lequel il avait gouverné, a gagné beaucoup de guerres et affronté avec ces mêmes Ricardes qui sont là. Nous avons les Ricardes du roi Kézo, Clélé, Kaïkhessou et les Ricardes zoomorphes de quelques Amazones qui ont rayé au temps de Wesso Akaba. Son nom authentique, c'est Manko. Dans Manko, nous avons 2 syllabes. Man, qui veut dire rage, fureur, Po, bâton. Aussi dans cette belle histoire, c'est que c'est unique au monde d'avoir un musée spécialisé sur un objet. Les Ricardes ont un sens tellement important pour nous que ça vaut de lui consacrer un seul musée entier. Une initiative conduite par l'artiste Dominique Zimper, fils d'Abomey. Il a bénéficié du soutien d'un antiquaire européen qui a financé la collecte des œuvres et la construction du musée sur un domaine offert par l'État béninois. Il y a un long travail et pendant des années, M. Valois, qui est lui-même un antiquaire, et sa femme Cheska ont été à l'affût de toutes les ventes publiques où les Ricardes sont mis en vente. Ils les ont rachetés. Ils ont fait la cour à d'autres collectionneurs qui ont des Ricardes, qui auront la bienveillance de les rendre au Bénin, l'ont aussi accepté. Et du fil en aiguille, nous avons au moins réussi à avoir aujourd'hui plus de 50 Ricardes de nos rois. Ici, les œuvres qui sont là, on a investi près de millions, 300 millions pour construire et conserver. Après le manger, l'agriculture, pour moi, c'est la culture, l'éducation. Rarement on concède des domaines pour la culture. Et ça aussi, ça a été une longue bataille. Mais heureusement, nous avons eu des mairies, des sages intelligents à Bomekalavi, c'est l'occasion de les remercier, qui ont cédé un domaine de 4 hectares pour créer un centre culturel, qui nous a permis après d'écrire ce musée. Sinon, on va retrouver le domaine où? Une infrastructure construite selon les normes internationales qui abrite des œuvres venues de Dahomey. Des œuvres qui ont voyagé et traversé des continents et des générations sans perdre de leur authenticité. La France a été le dernier pays à acheter ces Ricardes-là à London, parce que la France a passé au Bénin, dans le Dahomey, et reconnaît la valeur de la Ricarde. Ils ont pris dans les matériaux les plus nobles, dans des bois. Mais par exemple, ce Ricarde a plus de 150 ans. Mais le bois n'a pas bougé. La patine demeure. Alors, c'est faute d'intelligence. On ne peut que le respecter. Le musée de la Ricarde, un exemple de l'importance du retour au bécail, du patrimoine historique et culturel du Bénin prôné par les gouvernants. Ça nous permet à nous, presque déjà dans le second âge, d'instruire
d'informer, d'éduquer et de former notre progéniture. C'est comme si on nous demande pour les fils d'aujourd'hui, c'est quoi la couleur de votre drapeau du Bénin? Et un enfant du Bénin dit, je ne connais pas la couleur. Mais c'est ça. Un outil de développement libre d'accès à tous et qui permet de répondre à qui doute de la capacité du Bénin à conserver son patrimoine culturel, que c'est possible. Je pense que ce modeste projet de musée, c'est juste une grande bataille qu'on a gagnée, mais on n'a pas gagné la guerre. De quoi prouver que le Bénin est capable de préserver son patrimoine. Une information brève pour conclure ce journal. L'économie camerounaise résiste au choc mais commence à montrer des signes d'essoufflement. C'est la conclusion du rapport des comptes nationaux de 2017 publié par l'Institut national de la statistique du Cameroun. Selon le rapport, les nouveaux investissements dans l'exploration ou la production de pétrole et de gaz ont été reportés en raison de la faible remontée des coûts, entraînant une contraction des activités extractives en même temps que la récession économique du Nigeria. Le rapport estime néanmoins que l'économie nationale du Cameroun devra connaître un regain avec une croissance autour de 4%, imputable notamment à l'accélération de la mise en œuvre des grands chantiers d'infrastructures routières et sportives liés à la Coupe d'Afrique des Nations de football 2019, à la reprise de la production pétrolière ainsi que des cours du pétrole sur le marché international. Merci pour votre aimable attention. À demain. Merci à vous, Ulvaeus Balogun, pour la présentation du journal. Excellent week-end à vous. Mesdames et messieurs, c'est terminé pour le journal. C'est également terminé pour le grand rendez-vous. Dernière étape, je vous l'ai promis à vous qui avez pris l'émission en vol, le rappel de la météo. C'est tout de suite. On remercie tous ceux qui nous ont suivis depuis Savalou, depuis le nord, depuis le sud également. Mesdames et messieurs, c'est tout pour le grand rendez-vous. Pour le compte de cette semaine, vous aurez une compilation de tout ce qui s'est passé dans le grand rendez-vous du lundi jusqu'à ce soir même, demain, samedi et le dimanche. Donc, prenez donc le rendez-vous demain 7h à 19h et puis le dimanche à 7h et à 19h, je crois bien, oui, c'est bien cela. On remercie également Terence Bata qui est resté à l'infographie depuis lundi, Arnaud Tosset au son et puis le réalisateur Ulrich Akpovo assisté de Pierre Capot. On vous remercie mesdames et messieurs pour l'attention. À lundi prochain, certainement, à coup sûr avec Arama Tagbataou.